Yo, un entraînement de plus dans ma préparation pour battre le record de traction de Goggins. Je vais en profiter pour répondre à vos questions. J'ai posé une FAQ sur Instagram. Vous avez été très nombreux à poser vos questions. Donc je vais répondre à celles que je peux pendant ma série. Au programme, 40 minutes de traction, 10 tractions par minute, donc 400 tractions. Et puis des dips, 4 séries de dips, 2 minutes de récup, environ 45-50 dips. Et pour finir, en superset, des tractions supination, des pompes et du gainage. On va commencer l'entraînement. J'ajoute les petits électrolytes à la boisson d'effort. Je me suis mis 3 scoops de maltodextrine et les BCAA. Pensez à bien vous hydrater. C'est ce qui fait la différence au niveau de la récup et de la réduction de fatigue. On part pour les 40 minutes de traction. J'ai lancé une FAQ sur Instagram il y a 50 minutes. On n'aura sûrement pas le temps de toutes les traiter pour cette vidéo, mais on répondra aux suivantes dans les prochaines vidéos. C'est parti. Première question, combien de kilos de tomates je consomme? C'est Boris qui pose la question. Je consomme beaucoup de tomates, surtout en été, pendant qu'elles sont mûres et pleines de vitamines. Donc c'est vrai que je suis facilement à 3 tomates par repas avec un petit peu de sel et de vinaigre balsamique. Deuxième question, est-ce que je suis plutôt fait pour le duo ou le solo? En Aerox, je pense que la personne demandait. C'est vrai que si on regarde cette saison, j'ai eu de meilleurs résultats en duo qu'en solo. En duo, on a pu décrocher le titre de vice-champion du monde. En solo, ça aurait été très compliqué. Je pense que si on reprend mon passif d'entraînement et même mes tout débuts dans le sport, je ne suis pas fait pour l'endurance. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours eu du mal à durer dans l'effort. Quand j'étais petit, j'étais très actif, j'étais dehors en train de jouer avec les copains, à courir, à faire des cache-cache. Bref, j'ai une enfance peu sédentaire par rapport à mes camarades. Et malgré tout, pendant les crosses d'école, de primaire, j'étais dans la deuxième moitié du peloton. Ce qui montrait bien que malgré une activité physique, j'avais pas forcément de facilité dans l'endurance. Et ça s'est confirmé ensuite quand après mes études post-bac, une fois que j'étais en école d'ingé et que je me suis mis à faire de la course à pied, par rapport à mes camarades ou à mes partenaires d'entraînement du club, qui étaient aussi des étudiants, donc pas une population sportive, il me fallait 2 ou 3 fois leur volume d'entraînement pour réaliser les mêmes progrès qu'eux. C'est là où j'ai eu la confirmation que l'endurance c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. Une activité pour laquelle je n'étais pas fait, entre guillemets, génétiquement. Et c'est ce qui m'a motivé, du coup, à poursuivre là-dedans et me lancer dans les ultra-trails. C'est parce que, par nature, je galère. Du coup, c'est aussi par là que j'apprends le plus. Je pense que, justement, le duo est moins difficile pour moi par rapport au solo, où il faut fournir une énergie constante. Le duo, tu as des tout petits breaks, des toutes petites pauses, qui en fait un petit peu du fractionné parce que ton partenaire prend le relais sur des stations. Vous partagez les stations, vous allez de façon plus intense, mais en fractionnant et avec un petit peu de récup dedans. Donc oui, je pense être plus fait pour le duo. Troisième question, est-ce que je traque mes macros? Non, je ne traque pas mes macros. Je l'ai fait pour répondre à ceux qui me demandaient une journée dans mon assiette, où là j'avais bien calculé les glucides, les protéines, les lipides, les calories de mes repas, de mes aliments sur toute une journée. Maintenant je l'ai fait à ce moment-là et pour avoir un peu un insight, une information sur mon alimentation. Mais depuis je ne le fais plus. Ma priorité c'est l'entraînement et du moment que l'alimentation me permet de bien récupérer de mes entraînements, de ne pas me sentir fatigué, de pouvoir reproduire les séances le lendemain, de ne pas avoir des courbatures qui durent très longtemps, qui parfois sont synonymes d'un manque en protéines. Je suis satisfait de ça et je ne vais pas
passer beaucoup de temps à analyser mon alimentation. Parce que c'est déjà quelque chose du temps que je fais sur l'entraînement. Et finalement, l'alimentation, étant donné que ce n'est pas la priorité de ma pratique, mais c'est une partie de la récupération, je veille simplement à ce qu'elle soit saine. Ce qui n'est pas très difficile pour moi. Depuis petit, j'ai une alimentation qui était riche en fruits, légumes, pas de produits transformés, très peu de sucre, des aliments à indice glycémique bas ou modéré. Et en fait, ça ne me demande pas d'effort de manger sainement. Et du coup, j'ai aussi moins ce besoin de traquer mes macros. Quatrième question, une journée dans mon assiette. Alors j'ai en partie répondu à la question précédente, j'ai déjà fait une journée dans mon assiette. Vous pouvez la voir, je l'ai mise en VL sur Instagram. Elle est également en short sur YouTube. Je pourrais en refaire une d'ici quelques mois pour voir si ça a changé ou au cours de la préparation, pour voir si ma préparation au défi a beaucoup augmenté ma dépense énergétique ou pas. Question 5, quelle est la station la plus compliquée pour moi en Hyrox? Alors, je pense que si on prend dans l'absolu celle où j'ai le moins bon classement, je dirais que c'est les wall balls. C'est un mouvement que j'avais jamais pratiqué avant l'Hyrox. C'est une station qui dure aussi pas mal de temps, qui justement penche aussi vers l'endurance. Et je pense que c'est celle qui demanderait le plus de travail pour être améliorée. Question 6, quel objectif autre que l'Hyrox je me vois faire? Vous avez la réponse avec cette vidéo, battre Goggins, battre son record du monde de traction. Question 7, est-ce que j'ai des conseils pour progresser en course à pied? Première chose que je dirais, ça serait la gestion de la charge d'entraînement. Ça en course comme dans les autres disciplines, mais particulièrement en course, parce que la course à pied c'est un sport qui est traumatisant, un sport à impact. Et du coup, si on augmente trop rapidement, trop fort sa charge d'entraînement, on risque de se blesser, de par les contraintes mécaniques. Qu'est-ce que j'entends par charge d'entraînement? La charge, c'est le volume fois l'intensité. En gros, le volume, c'est le temps ou la distance parcourue, par exemple par semaine. L'intensité, ça va être les allures. Et la charge, c'est la multiplication des deux. Elle est quantifiée de différentes façons. Il y a différents modèles. Il y a la charge de Foster qui va multiplier le temps par le RPE, qui est une forme d'intensité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais déjà, si par exemple on se concentre sur le volume, une des règles de base qui permet, c'est pas une règle absolue, mais ça permet d'éviter en partie les blessures, c'est de par exemple ne pas augmenter son volume de plus de 10% de semaine en semaine. De cette façon, par exemple si vous courez 20 km la première semaine, la prochaine essayez de ne pas courir plus que 22. La fois d'après, pas plus que 24. Ça permettra de laisser le temps au corps, d'assimiler les entraînements, de se régénérer et de pouvoir faire les entraînements d'après sans se blesser. Ça serait mon premier point. Et le deuxième point, c'est la régularité. Donc faire attention à ne pas aller trop vite, trop fort, mais rester constant dans ses entraînements, ne pas décrocher, parce que ce qui finit par payer, c'est les années et les années d'entraînement. Question 8. Penses-tu un jour te spécialiser et laisser tomber ton entraînement hybride? C'est une bonne question. Je suis déjà dans un entre-deux, c'est-à-dire que même si je m'entraîne de façon hybride, cette saison je me suis quand même un peu spécialisé à Hyrox, parce que la majorité de mon entraînement était dirigée vers les épreuves et notamment les championnats du monde. Mais je garde quand même une partie de mon entraînement libre qui me permet de, comme en ce moment pendant la off-saison, faire des challenges différents. Je pense que c'est super important à plusieurs niveaux. Le premier, c'est celui mental, de la longévité, en fait, de prendre du plaisir dans sa pratique, de ne pas se limiter qu'à un seul sport, mais en fait faire différentes modalités sportives. Et je pense que même au niveau physique, physiologique, ça a des intérêts de changer de façon pas radicale mais significative
les stimuli qu'on apporte à notre corps. Donc pour répondre, oui et non, je continuerai de me spécialiser à certains moments et je continuerai aussi d'être complet pendant des périodes où je peux me le permettre, comme cet été. Question 9. Comment développes-tu cette masse musculaire avec un faible taux de masse grasse? Je pense qu'il faut se rappeler que en fait, j'ai bientôt 10 ans d'entraînement quotidien à très gros volume. Quand j'ai commencé, c'était le 17 juillet 2016. J'ai commencé avec 13 entraînements par semaine. Je me suis blessé, évidemment, mais j'ai appris de mes erreurs et j'ai persévéré avec un gros volume, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une sorte d'acquis. C'est que finalement, tout le volume que j'ai fait déjà juste au poids du corps me permet aujourd'hui d'avoir cette masse musculaire. Et au sujet du faible taux de masse grasse, je pense que c'est la balance entre l'activité physique, la dépense énergétique en général, le métabolisme et notre consommation. Je suis quelqu'un qui mange énormément, mais je pense que par rapport à ma dépense énergétique, je suis quand même en dessous ou juste à la limite, ce qui me permet d'avoir un taux de masse grasse assez faible, même si au cours de l'année, je vais avoir des périodes où je suis un petit peu plus gras parce que, comme je disais, je ne traque pas mes macros et ma priorité, ça a toujours été la performance et la santé au-dessus de l'esthétique. Question 10. Quel est ton prochain défi fou cette année? De nouveau, cette vidéo y répond, je pense. Mon défi fou actuel, c'est de battre le record du monde Goggins de traction. Le but, c'est de dépasser 4030 tractions. Lui, je les avais fait en 24 heures. Je souhaiterais les réaliser en moins de 12 heures. Question 11. Combien d'entraînements par semaine? En moyenne, je vais être à 2 entraînements par jour. Donc en moyenne, 14. Question 12. À quand les coachings Hyrox? J'ai malheureusement pas le temps de faire du coaching one-to-one avec la thèse, les entraînements et un petit peu de création de contenu. Malgré tout, vous êtes énormément à m'avoir demandé des plans d'entraînement et à m'en demander encore. Donc je suis en train de bosser dessus. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre ma newsletter. Le lien est en bio. Et dès que les programmes seront prêts, je vous informerai. Question 13. Quelles sont tes ambitions et objectifs pour la saison 2025-2026? Alors, au niveau de la saison Hyrox, avec Alan, on va viser d'intégrer l'Elite 15, les 15 meilleurs doubles au monde. Et on visera également le titre de champion du monde pour les championnats qui ont lieu à Stockholm, si je ne dis pas de bêtises, en juin 2026. En ce qui concerne mes challenges à côté, off-saison, j'en ai plein en tête. Battre le record du monde de Goggins, c'est le premier. Mais j'ai une liste longue comme le bras quand j'aurai un petit peu plus de temps. Question 14. Est-ce que l'entraînement au poids du corps est-il plus durable que l'entraînement avec des poids? J'ai pas forcément de réponse à ce sujet. Je pense qu'on peut trouver des personnes qui s'entraînent toute leur vie au poids du corps et d'autres personnes qui s'entraînent toute leur vie avec des poids sans se blesser ou en tout cas en ayant une belle longévité. Moi, c'est quelque chose que je vise, la santé, la longévité. C'est mes priorités, par-dessus la performance. Et comme je disais tout à l'heure, elle-même qui est au-dessus de l'esthétique. Je pense que l'intérêt du poids du corps, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça et que je continue de le faire, c'est que c'est très facile à mettre en place. On n'a pas besoin de grand-chose. On peut le faire chez soi, avec des pompes, du gainage, ou on peut même se procurer une barre de traction ou des barres parallèles pour les dips. On peut l'exercer en extérieur, comme je le fais actuellement. Et en plus, généralement, c'est des exos polyarticulaires, traction, dips, pompe, fente, squat, qui sont assez rentables dans le sens où on a besoin de peu de temps pour bien s'entraîner
Malgré tout, les entraînements avec les poids permettent de, je pense, être plus spécifiques au niveau des groupes musculaires ou des muscles recrutés, de viser des exercices d'isolation, ce qui m'intéresse moins, mais ce qui, dans certaines approches, a son utilité, que ce soit au niveau de la performance ou même pour ceux qui auraient une pratique orientée vers l'esthétisme. À cela, j'ajouterais que l'entraînement avec les poids, pour qu'il soit durable, il faut également bien gérer sa charge d'entraînement. Comme on le disait pour la course à pied, c'est la même chose, je pense, en musculation, où le but c'est de faire des exercices avec une technique propre pour ne pas se blesser et d'augmenter progressivement la charge et le nombre de répétitions, sans quoi, si on augmente trop rapidement les poids, si on prend trop lourd, trop vite, on risque de se blesser et c'est là où on pourrait avoir des problèmes au niveau de la longévité et de continuer sa pratique pour qu'elle perdure pendant des années. Question 15, est-ce que tu conseilles de faire des semi-marathons ou des marathons pendant l'off-saison? Ce que je conseille, c'est de faire quelque chose qui à la fois vous plaît, parce que l'off-saison c'est le moment où justement on a la possibilité et le luxe de pouvoir changer un peu sa pratique, de la rendre moins spécifique au sport, et à la fois quelque chose qui pourrait vous faire progresser dans votre pratique si votre but de la off-saison c'est de préparer la saison à venir. Moi en l'occurrence, mon challenge pour les tractions aura peu d'intérêt dans Aerox, mais c'est quelque chose qui m'anime, qui me permet de me changer les idées, de prendre du plaisir avec une autre pratique. Par contre, par exemple, si vous voulez augmenter votre niveau de course à pied pour Aerox, préparer un semi ou même un marathon, je pense que c'est une très bonne idée, surtout si la course à pied est votre facteur limitant de progression dans Aerox. Assez généralement, ce qui est conseillé, c'est en épreuve d'endurance, pendant la saison, faire quelque chose qui est moins spécifique à l'épreuve, mais qui reste fondamental, comme du volume foncier, beaucoup de volume en endurance fondamentale par exemple, ou pratiquer des skills, des compétences, ou une modalité qui est une des faiblesses, une de nos faiblesses pour le sport. Et pour un crossfitter par exemple qui voudrait se mettre à l'Aerox, ça serait super intéressant qu'il bosse la course à pied pendant l'été. Question d'après, que penses-tu de la créatine? Alors, si je dis pas de bêtises, la créatine c'est le complément alimentaire qui a été le plus étudié scientifiquement. Son efficacité a été prouvée pour la prise de masse musculaire et la prise de force, les progrès en force. Moi je l'utilise exceptionnellement, c'est-à-dire j'ai dû l'utiliser par des petits cycles de 2 semaines, 3 semaines, et j'ai dû le faire 4 ou 5 fois en 10 ans parce qu'en fait je fais très rapidement de la rétention d'eau et ça m'ajoute, en fait je fais non seulement de la rétention d'eau mais en plus une grosse prise de masse qui fait que la dernière fois que je l'ai utilisé, je suis passé de 82 à 86 kg en même pas un mois, plus 4 kg, ce qui pour moi n'est pas particulièrement avantageux pour l'endurance. Donc je peux pas en dire plus. Mon utilisation personnelle a montré que c'était efficace, peut-être même un peu trop, parce que j'avais une trop grosse prise de poids par rapport à ce que je souhaitais. Mais je pense que pour bon nombre de personnes, c'est un complément alimentaire qui est
particulièrement efficace dans les sports de force ou de musculation. Comment as-tu pu préparer ton marathon sur vélo? Alors, c'était pas voulu et c'est pas du tout quelque chose que je recommande, mais pour ma préparation marathon en 2023, après 2 semaines de prépa, je me suis blessé au TFL. J'avais le syndrome de l'essuie-glace, ce qui fait que je pouvais plus courir du tout. Et du coup, pendant 10 semaines, j'ai réalisé l'intégralité de mon volume d'entraînement en endurance sur home trainer. Vélo à la maison, j'ai fait beaucoup de volume. Les dernières semaines, j'étais à 400 km par semaine, ce qui pour moi, non cycliste, est beaucoup. Et ça m'a permis de limiter les dégâts et de réaliser mon marathon. J'avais fait 2h49 à Rotterdam. Mais de nouveau, c'est pas quelque chose que je recommande. Pour la prévention des blessures, il vaut mieux avoir un corps qui est prêt à assimiler et accuser les impacts qu'il va recevoir pendant 42 km sur le bitume. 2, pour la performance, c'est pas non plus optimal. Le volume fait sur vélo est en partie transférable à la course à pied, l'endurance musculaire, le cardio, on peut même faire de la VO2 max dessus, on peut travailler son seuil, mais par contre pour toute la partie mécanique, économie de course, clairement mieux vaut faire de la course à pied. Comment allier sommeil, entraînement et travail pour un étudiant ingénieur? Je pense que la personne me pose la question parce qu'elle sait que j'étais étudiant ingénieur. Actuellement, je suis doctorant. Finalement, la problématique est la même. C'est réussir à tout faire. Je pense que la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire et votre pourquoi. Si votre pourquoi il est suffisamment important, en fait, naturellement, toutes les clés vont venir à vous. Si vous voulez quelque chose extrêmement fort, vous le voulez tellement qu'en fait, vous allez finir par trouver des solutions, il n'y a pas d'autre choix. Ça, c'est le premier point. Au niveau motivation, une motivation qui vous anime, qui vous habite. Le deuxième point, c'est l'organisation. Et je suis clairement perfectible là-dessus. Mais là, je pense que une des priorités, c'est justement de définir vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez faire le plus? Quelles sont les choses les plus importantes à faire? D'enlever toutes les distractions. Par toutes les distractions, j'entends tout ce qui vous éloigne de ce que vous voulez faire. Ça peut être le temps sur les réseaux, ça peut être le temps en général sur les écrans, les activités qui ne contribuent pas à votre objectif ou à votre enrichissement personnel, votre épanouissement, on balaye. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et vous verrez que c'est finalement quelque chose que j'ai fait depuis le collège et vous perdez beaucoup moins de temps. Ensuite, au niveau organisation, une fois que vous avez défini vos priorités, il y a plusieurs stratégies, mais une des stratégies, ça serait de vous occuper de vos priorités dès le début de journée. Comme ça, vous vous assurez de les avoir faites. Par exemple, moi, pendant mes études, comme mon entraînement est extrêmement important, c'est si je devais me lever à 5 h du matin pour pouvoir faire mon entraînement, je le faisais, ça m'assurait que j'avais rempli le travail qui était associé à l'objectif en question. Et vous pouvez comme ça découper votre journée pour vous assurer de faire les choses essentielles. Finalement, dans cette journée, il y aura sûrement des tâches secondaires ou à un 3e niveau qui auront une priorité moins élevée et c'est moins grave si vous prenez du retard là-dessus. À vous en tout cas d'être au clair sur quels sont vos objectifs principaux, objectifs secondaires et ainsi de suite. Dernière question, comment tu as commencé à devenir un tonton hybride? Alors j'ai commencé à devenir un tonton j'avais 11 ans en 2006. Mes neveux et nièces sont maintenant grands. Et quand est-ce que j'ai commencé à être hybride? Quand j'ai commencé à me mettre au sport. Du coup, c'était le 17 juillet 2016 où j'avais à cœur de commencer l'activité physique que je n'avais pas fait pendant des années au cours de mes études. Et également être complet pour plusieurs raisons. J'aime quand c'est difficile, donc j'aime allier des activités considérées comme antagonistes. Street workout, ultra endurance, musculation, trail, vélo. Deuxième point, la santé. Je pense que de ce que j'ai pu voir du fitness, en tout cas à l'époque, il y avait beaucoup de personnes se limitaient à faire du cardio,
simplement pour leur tour de biceps, et je trouvais ça assez malsain ou poison, parce que finalement le cardio, c'est ce qui vous permet, l'activité cardiaque, c'est ce qui vous permet d'avoir une bonne santé cardio-respiratoire, cardiovasculaire, et s'empêcher d'en faire, pour moi, c'est oui, justement un poison. C'est finalement c'est perdre en qualité de vie. Mais de même, finalement, si on fait du cardio sans musculation, il est possible qu'avec les années, en tout cas pour les personnes âgées, on peut avoir une défaillance au niveau musculaire, pas assez de force. Moi, je l'ai constaté avec les personnes âgées qui peuvent faire des chutes ou avoir d'autres difficultés motrices parce que justement, c'est des personnes qui n'ont pas forcément pratiqué de force au cours de leur vie, et c'est quelque chose qui peut venir à leur manquer avec l'âge. Sans parler forcément de sarcopénie qui est une des conséquences. Ok, on a fait 400 tractions, j'en fais encore 10 parce qu'il faut toujours faire un peu plus que ce qu'on a prévu. Et du coup, on aura fait le contrat qui était les 40 minutes de traction, 10 par minute. Ça correspond finalement à 1/10 du record que je veux battre. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de les faire comme je l'ai fait maintenant, sur les 40 premières minutes, mais tenir 12 heures, on perd très rapidement en force, en résistance, en endurance musculaire. Les premières tractions sont faciles, mais je pense que dès la 2e heure ou la 6e, je serais cassé en deux. On va passer à la suite, les dips, les tractions supination, les pompes et le gainage. Dips, 4 séries de 45 avec 2 minutes de récup entre. Ça y est, entraînement terminé, plutôt bien passé. Bon, les mains commencent à bien souffrir. Il y a quelques entailles qui se créent suite au frottement avec les barres, c'est normal. La peau va aussi devenir plus robuste au fur et à mesure des entraînements, et à moi de faire en sorte de prendre soin pour éviter qu'il y ait des trop grosses callosités qui se créent, parce que c'est aussi ça qui finit par ouvrir la peau. C'est toujours aussi difficile de faire des tractions. Là, j'ai fait un peu moins de 10% que ce que je devrais faire le jour J, le 23 août. Je dois dépasser 4030 tractions en 12 heures. Là, j'en ai fait 400. Ça s'annonce vraiment difficile, mais tant mieux. On est là pour ça. Hâte du prochain entraînement. Prenez soin de vous. Bon entraînement. Ciao!